Bonjour à tous. Au nom du Point, je suis très heureux de vous présenter cette rencontre exceptionnelle avec Bernard-Henri Lévy, ici dans cette très belle salle de l'Hôtel de Ville. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour à tous. Merci Christophe. Alors, vous publiez chez Grasset ce livre, Hôtel Europe, qui est un livre double, qui est d'abord le texte d'une pièce de théâtre, cette pièce Hôtel Europe que vous présentez à Paris au Théâtre de l'Atelier, après l'avoir présenté, créé à Sarajevo le 27 juin dernier, un siècle presque jour pour jour, après que l'archiduc François Ferdinand a été assassiné par l'anarchiste Gavrilo Princip et que par le jeu habituel des alliances, l'Europe s'est enflammée pour déclencher un mois plus tard ce qui serait le début de la Première Guerre mondiale. Et puis derrière le texte de la pièce, à la suite du texte de la pièce, il y a des réflexions qui le prolongent, ce texte. Je tiens à le dire, ce n'est pas uniquement le texte de la pièce, c'est plus que le texte de la pièce. Sur une centaine de pages, ce que vous nommez « Réflexion sur un nouvel âge sombre », où vous réfléchissez à ce qu'est la politique pour un écrivain, vous parlez du cas Wagner, vous parlez aussi de Vladimir Poutine, des réflexions qui se terminent par cette phrase « Il est temps ». Alors un mot sur la pièce d'abord. Qu'est-ce qu'on voit au théâtre quand on assiste à Hôtel Europe ? On voit un homme magnifiquement incarné par Jacques Weber, qui est seul dans la chambre d'un hôtel, l'Hôtel Europe à Sarajevo, et qui a 2 heures devant lui, pas plus. 2 heures pour écrire un discours, un éloge de l'Europe, à l'occasion de la commémoration du déclenchement de cette guerre. Mais cet homme qui vous ressemble un peu, Bernard-Henri Lévy, vous allez me dire si j'ai raison de dire ça ou non, cet homme est traversé de pensées, d'interrogations, dérangé par son portable, dérangé par ses ennemis qui l'assaillent en intervenant sur son ordinateur pour mieux l'insulter, dérangé par ses souvenirs, et il n'arrive pas à écrire. En effet, comment évoquer l'Europe ? Comment sublimer l'Europe au cœur d'une ville que l'Europe précisément a laissé se faire martyriser ? Sarajevo, 11 000 morts, des snipers qui criblaient de balles la peau des enfants. Comment hisser le drapeau de cette magnifique idée européenne dans une ville que l'Europe n'a même pas sacrifiée, mais laissée tomber, alors que cette ville était probablement son cœur. Mieux, comme vous le dites, Bernard-Henri Lévy, la cellule souche de l'identité de l'Europe. Cet homme n'arrive pas à écrire et le temps file. J'ai lu évidemment le livre et j'ai vu la pièce jeudi soir et je tiens à dire ici que c'est une pièce formidable, c'est un moment, une véritable expérience. On est littéralement estomaqué par ce texte tournoyant, c'est un monologue crépusculaire, en même temps traversé d'orage, et on est estomaqué par Jacques Weber aussi, ogresque véritablement, au bord de la rupture, suant, le cerveau fumant, le cœur battant, la résistance aux lèvres. On sent battre ce cœur très fort, il est pieds nus dans cette chambre, puis nu dans cette chambre, physiquement incandescent, explosif. Il s'accroche, il rugit, il rêvasse, il agonie d'injures les lâches, les fossoyeurs de cette Europe. Il prend un bain pour se calmer, il reprend le fil de ce discours qu'il n'arrive décidément pas à écrire. À tel point qu'hier soir, alors que j'étais moi-même dans ma chambre en train de préparer cette rencontre, je me suis dit, mais je vais lui demander quoi à Bernard-Henri Lévy, parce que je n'ai plus su brutalement comment aborder cette rencontre, tellement les choses que j'avais lues, que j'avais entendues, me frappaient le cerveau. Il y a plein de choses dans ce livre, il y a plein de choses dans cette pièce. Sarajevo, évidemment, mais Google, Goethe, Hermès, le commandant Massoud, la mythologie, les baisers à une amante Piazza del Duomo, Hérodote, les filles nues dans les pages des livres de la collection Budet, qui, quand on est cagneux, quand on a fait un peu de lettres classiques, on a eu une longue fréquentation de ces livres qui étaient austères, et donc il fallait pimenter l'exercice par ces photos apaisantes. Il y a un banquier, on parle de Calvici, de Lampedusa, d'Athènes, de la piscine du Ritz, d'une ambassadrice qui se noie, de Jérusalem, de Gazprom et même du prochain film de Claude Lelouch avec la jeune Rome Leonarda, ce qui ne serait, semble-t-il, qu'une folle rumeur. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer par une question très simple, qui est au fond très compliquée, une double question. Et comme ça, je vous laisserai la parole, Bernard.
Dans Hôtel Europe, si l'on devait retenir une seule idée, au fond, une idée qui hante le texte, c'est cette idée suivante: la Bosnie, c'était l'Europe. Aujourd'hui, l'idée européenne se meurt. C'est, je vous cite, un mot vide, usé jusqu'à la corde, électroencéphalogramme plat, dit votre personnage, alors qu'hier, elle était une évidence, cette idée européenne. Première question, comment en est-on arrivé là? Deuxième question, est-ce que cela sert encore à quelque chose de vouloir la réactiver? Prologue à mes deux réponses. Point d'ordre. Je propose que Christophe Onodibio, je sais que vous êtes rédacteur en chef du Point, mais alors devenez critique de théâtre. Parce que franchement, une critique comme celle-là, il y a une très belle critique dans le Point de Marie-Françoise Leclerc, mais alors ça, je ne sais pas, il faut que les DNA ou le journal du livre de Nancy publie votre critique. Ah bah Là, écoutez, honnêtement. on verra ça, mais on attend vos réponses. Alors, vous Bernard attendez Aurélien. mes réponses. Ne vous défaussez pas. Premièrement, comment est-ce qu'on Vous n'y échapperez pas. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, à ce que l'Europe devienne ce mot vide, usé jusqu'à la corde, alors que jusqu'il y a peu, elle apparaissait comme une évidence? Ben, ma réponse, c'est justement parce qu'elle était une évidence. Je crois que la grande faute de notre génération, la grande erreur, a été de croire que l'Europe était une évidence, que l'Europe se ferait toute seule, que l'Europe était tellement inscrite dans la nature des choses, dans la logique de l'histoire et dans son sens, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, juste se laisser porter, juste, comme disait Claudel, s'installer sur le siège arrière de la voiture de l'histoire, somnoler, se laisser porter et qu'on arriverait à bon port. L'illusion de notre génération, celle qui a suivi, la génération des pères fondateurs, les de Gasperi, les Schuman, les Monnet, l'illusion a été cette espèce de providentialisme européen, ce progressisme de l'Europe, cette idée qu'elle était tellement inscrite, encore une fois, dans le fil des choses, qu'il n'y avait qu'à laisser faire, laisser passer, laisser faire, pousser peut-être un peu, et qu'au bout du compte, elle adviendrait dans une espèce de parousie magnifique. Ça a été la grande erreur, ce progressisme paresseux, ce providentialisme profane a été la grande erreur. Un peu, vous savez, au moment de l'unité italienne, en 1848, il y avait, je crois que c'était le duc de Savoie qui disait « l'Italia sa farà da sé, se fera toute seule ». Eh bien non, disaient les garibaldistes, non, disait Cavour, elle ne se fera pas d'assez. Il y faudra une volonté politique de faire, il y faudra des sacrifices coûteux, il y faudra l'imagination de grands hommes et d'hommes d'histoire, car rien ne se fait jamais tout seul. Pareil là, nous avons cru, nous tous, moi j'ai l'âge exact des enfants qui sont nés au moment où est né le rêve de l'Europe. Notre erreur a été de croire que l'Europe a été de croire en une Europe paresseuse, en une Europe facile, alors qu'il fallait probablement le forceps de la politique, alors qu'il fallait des actes politiques forts, révolutionnaires, coûteux pour ceux qui les auraient ou qui demain encore les opéreraient. Donc l'erreur, qu'est-ce qui s'est mal passé alors qu'elle était une évidence? Ben justement, le fait qu'elle ait été tenue pour une évidence. Quand vous parlez d'actes de forceps de la politique qui auraient dû être là pour tenir le bébé, vous pensez à quoi concrètement? Qu'est-ce qui a failli dans cette histoire européenne pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui a failli concrètement? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Alors, concrètement, l'incarnation. L'incarnation. Il y a un moment donné dans ce texte qui est évidemment un texte de théâtre, c'est une situation théâtrale, mais c'est un texte littéraire. Hôtel Europe, c'est un monologue intérieur qui s'inscrit modestement, comme je peux, dans la grande tradition des monologues intérieurs.
qui commence avec des lauriers, et qui va jusqu'à Thomas Bernhardt et qui passe par les immenses exemples que j'aurais scrupule à citer, mais enfin Joyce et beaucoup d'autres. Donc c'est un monologue intérieur. Et à un moment donné de ce monologue intérieur, le personnage dit, sur le ton des manifestations d'autrefois, et peut-être d'aujourd'hui, il dit, il scande, il crie, des visages, des visages. Donnez-nous des visages. Donnez-nous des visages. C'est des visages qu'il faut à l'Europe. L'Europe souffre, pour parler comme Emmanuel Lévinas, d'un défaut de visagéité. Un corps politique, ça suppose un visage, ça suppose des noms, ça suppose des incarnations et pas seulement des espèces d'énormes léviathans ou molochs bureaucratiques. Et le personnage prend l'exemple tout bête des billets de banque, les euros. Et dans un des moments comme ça, une des poussées délirantes qui parsème ce monologue intérieur, il dit: quel est le débile, le mollusque mononeuronal qui a conçu ces billets de banque absurdes, sans visage et sans paysage, juste des ponts qui ne mènent nulle part. La victoire, dit-il, les ponts qui ne mènent nulle part, donc les chemins qui ne mènent nulle part, juste la victoire, dit-il, définitive de Heidegger, l'anti-européen, ou plus exactement le tenant de la mauvaise Europe, l'Europe volkisch, l'Europe raciale, raciste, contre le génial et admirable Husserl, le tenant de l'Europe fraternelle et universaliste. Donc, qu'est-ce qui a manqué ? C'est vrai, sur les billets de banque, je vous mets au défi. Êtes-vous capable de vous souvenir de ce qu'il y a sur les billets de 20 euros, de 5 euros? J'ai dû vérifier après la pièce, je me suis dit, au fond, c'est quoi ces ponts dont il nous parle? Et c'est vrai qu'il n'y a pas un visage, sur les billets de banque. C'est hallucinant. Mais on aurait, donc le personnage de mon texte, de mon monologue intérieur, dit: on aurait voulu tout faire foirer, on aurait voulu gâcher l'affaire, qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Un corps politique, ça suppose des corps, ça suppose des visages. Donc ça aurait suffi, Bernard-Henri Lévy, finalement, des beaux billets de banque avec Goethe, avec Diderot, avec Schumann, l'affaire était réglée. Bien sûr que non, bien sûr que non. C'est un exemple que nous pouvons tous toucher du doigt en prenant le billet de 10 euros qu'on a dans la poche. Mais évidemment, de cet exemple procèdent des tas de choses. Je crois qu'en effet, faire l'Europe, ça veut dire par exemple un vrai président de l'Europe, élu au suffrage universel, pas comme au terme d'une combinaison entre nations et entre États partenaires et concurrents. Donc, par exemple, cette élection, ça suppose une défense commune. Moi, je suis accablé lorsque je vois comment, face aux grands défis géopolitiques du moment, que ce soit l'État islamique, par exemple, ou que ce soit l'Ukraine. Et on va creuser la question. Oui, c'est-à-dire ces Européens par excellence, que sont les jeunes Ukrainiens, dont certains sont morts en serrant entre leurs bras notre drapeau de l'Europe. La réponse faible, pour ne pas dire inexistante, de l'Europe. Donc, quand je dis des visages, ça veut dire une défense commune, ça veut dire une politique commune, ça veut dire au fond inventer vraiment, mais de toutes pièces. C'est une immense révolution, cet objet politique de type nouveau qui n'a jamais existé nulle part. Il n'y a pas quelque chose que l'on pourrait répliquer qui serait le corps politique européen. Le seul qui l'a un peu anticipé, c'est un très grand écrivain, comme d'habitude, Dante Alighieri, dans un livre beaucoup moins connu que la Divine Comédie, qui est son grand livre politique qui s'appelle De Monarchia. Le De Monarchia, sur la monarchie, à l'époque des rivalités entre les Guelfes et les Gibelins. Il imagine cette Europe, au point, l'Europe même que nous sommes amenés aujourd'hui à regretter ou à désirer. Et il la définit comme ça, comme une chimère, comme une licorne, comme un objet politique non identifié, comme un empire de type nouveau, dit-il.
Il appelle ça un empire de type nouveau qui n'a de forme dans aucun manuel, qui n'a de visage dans aucun bestiaire et qui n'a d'existence répertoriée nulle part. Donc le défi auquel nous sommes confrontés, mais qui est un défi évidemment extrêmement risqué, parce que c'est comme dans la vie. Quand on sait ce qu'on quitte sans très bien savoir ce qu'on va trouver, je comprends qu'il y ait de l'anxiété et de l'effroi. N'empêche, je pense, c'est la thèse en tout cas de ce livre, pas seulement du monologue, mais des réflexions sur un âge sombre. Je pense que si l'on veut sortir de cet âge sombre où nous sommes, il n'y a probablement pas d'autre solution que de faire ce pari, c'est-à-dire ce saut en avant vers la construction de cet objet politique de type nouveau, cette bête sans espèce que serait la nation européenne. Oui, vous parliez de Dante, c'est vrai qu'on parle toujours, il faut noter que c'est aussi l'auteur de l'enfer, mais qu'il a aussi écrit le purgatoire et le paradis. Donc il faut peut-être tendre vers là. Mais si je repose ma question autrement, c'était la deuxième partie. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, quand j'étais petit aussi, l'idée d'Europe paraissait aller de soi. Puis aujourd'hui, on voit que l'Europe, les gens même se demandent, soit ça fait peur, et on dit Bruxelles, comme si c'était ce monstre dont vous parliez, et non pas la licorne de Démonarchia, mais un monstre terrible qui voudrait le malheur des habitants de l'Europe. À quoi ça sert encore de vouloir réactiver? Finalement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'Europe? La question est toute bête, mais il faut faire passer ce message-là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'Europe? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas mieux finalement sans Europe? Certains voudraient nous le faire croire. Alors, 1000 raisons, et j'ai écrit 250 pages pour l'expliquer, mais si je devais le résumer en 2 phrases, ou en 2 idées très simples, mais pardon, hein, ça n'est vraiment un avant-goût de ce que j'ai essayé. Oui, non, voilà. Sinon on peut lire le livre, mais sinon oui, voilà. On ne va pas vous faire une lecture, c'est mieux de vous avoir comme... Hélas, je suis écrivain, donc vous le lirez après, voilà. Ou pas, mais enfin, en gros les 2 idées sont les suivantes. La première, c'est que il y en a 3. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux l'Europe que pas l'Europe? La première raison, c'est que je crois que le modèle national classique est entré dans une crise irréversible. C'est-à-dire le vieil argument selon lequel, au fond, la nation était l'agora idéale pour la démocratie. Je crois que cet argument ne marche plus. Moi, j'ai des amis, des gens que je respecte beaucoup, qui disent ça, qui disent « je suis anti-européen parce que je crois que la démocratie, elle a besoin d'un espace idéal ». Alors, les Grecs pensaient que c'était la place, l'agora, Rousseau pensait que c'était la ville, Genève, moi, X ou Y, je pense que c'est la nation. Bien. La nation comme creuset et comme forme a priori ou comme cadre idéal de la République. Ça n'est plus vrai. Les affaires publiques ne peuvent plus se régler au niveau de la nation. Que ce soit les grands défis économiques, que ce soit les politiques budgétaires, que ce soit la lutte contre la délinquance internationale, que ce soit la lutte contre la corruption, que ce soit la maîtrise des flux migratoires. Enfin, quelques questions que l'on prenne, qui sont les vraies questions qui se posent à la société française, et plus que tout, la question de la précarité, du chômage et de la misère, je crois que les réponses sont de moins en moins à l'échelle nationale. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le lien social national craque de partout. Ce n'est pas un hasard si nous votons de moins en moins aux élections nationales. Il y a une déshérence, une désaffection, une crise du lien social démocratique pour autant qu'il s'exprime à l'intérieur de ce cadre national. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que comme tous les corps malades, le cadre national pur produit des tumeurs mauvaises. Et lesquelles tumeurs mauvaises produisent de la métastase. Quand un corps est malade, il fabrique de la mauvaise substance. Ça s'appelle les populismes, ça s'appelle
nationalismes radicaux, ça s'appelle les réflexes de crispation identitaire, ça s'appelle l'extrême droite, ça s'appelle le racisme, ça s'appelle l'antisémitisme. Donc il y a cette deuxième raison-là, le cadre national, après avoir produit à jet continu pendant des siècles de belles choses, est devenu une machine à produire parfois encore des belles choses, mais de plus en plus de cochonneries. Bien. Ça, c'est la deuxième réponse. Et puis la troisième, c'est que aujourd'hui, le monde est ainsi fait et on ne choisit pas ni ses contemporains, ni, comme disait Sartre, la situation dans laquelle il nous est donné de faire notre destin. Le monde d'aujourd'hui, c'est trois empires. C'est trois empires. Il y a un empire commercial extraordinairement offensif, qui est l'empire chinois. Il y a un empire militaire de plus en plus offensif et qui le sera tant qu'il ne lui sera pas signifié qu'il convient de s'arrêter, c'est l'empire russe. Et puis, il y a un empire politico-idéologique qui est l'empire du califat, de l'Oumma dans sa version radicale, qui est aussi un empire en formation. Alors là, Dante, De Monarchia et toute la littérature politique classique, face à des empires, on ne se présente pas en ordre dispersé. On ne se présente pas en petites tribus gauloises, transalpines, piémontaises, on est trop petit, trop faible finalement. Trop faible pour résister. Et je ne parle pas de l'empire américain parce que je crois que ça n'est plus ça le problème. Mais face à ces trois empires-là, qui sont les trois empires. Donc empire commercial, l'empire chinois, empire militaire, l'empire russe, et empire idéologique, oui. Et dans certains cas extraordinairement barbare, une barbarie même inédite depuis très longtemps, le califat. Face à ces trois empires-là, regardez la réponse à l'État islamique. Nous avons un président de la République qui a tenu des propos très forts, très justes, et tout de suite. À Bagdad, oui. Voilà. Mais même avant, très vite. Il y a un président américain qui a fini, après bien des atermoiements, par se décider à agir. Mais enfin, imaginez une seconde, si l'Europe s'était constituée en cette espèce de crypto-empire au sens de Dante, c'est-à-dire cet OPNI, cet objet politique non identifié dont je vous parle. Là, il y aurait eu un leadership, une réponse et une riposte. Donc, c'est les trois raisons qui font que, pour moi, il vaut mieux l'Europe plutôt que rien. Je vais juste revenir à ce que vous disiez. C'est pas nouveau, c'est même ancien. L'Europe ne bouge jamais. Génocide arménien, rien. Guerre d'Espagne, rien. Shoah, rien. Bosnie, rien ou presque rien. Est-ce que vous êtes justement, vous, optimiste, puisque vous avez abordé le sujet, sur cet engagement, cette réponse globale promise par François Hollande à l'État islamique? Je pense à ses propos tenus à Bagdad. En effet, que ça concerne l'Europe? C'est une des choses que dit le personnage, le locuteur de ce monologue, c'est qu'il y a dans la culture démocratique quelque chose qui est hostile ou qui est adverse en tout cas d'abord à l'idée de guerre, et c'est d'ailleurs pas si mal en un sens, mais qui fait que les démocraties ont la plus grande difficulté lorsqu'elles sont menacées à défendre leurs valeurs. Il y a tous les exemples que vous avez cités, sans parler de la chute, de la tombée du rideau de fer, sans compter, les plus anciens d'entre nous le savent, de ces véritables drames qu'ont été l'écrasement dans le sang des révoltes dans les pays de l'Est de 56 à 68. L'Europe ne bouge jamais lorsque on fait attentat à ses valeurs. Et pour des raisons très profondes. Il y a un grand débat, au moment de la guerre d'Espagne d'ailleurs, entre Léon Blum, qui annonce, comme vous savez, la non-intervention en larmes, discours célèbre, où il pleure en annonçant que la France ne livrera pas d'armes aux républicains espagnols. Donc, grand débat entre Léon Blum et Daniel Halévy. Sur cette question-là, où Léon Blum
explique, Léon Blum le normalien, l'auteur d'un très brillant essai sur le mariage, l'auteur de très beaux textes sur Proust, vrai intellectuel, il prend le problème à la racine et il explique les raisons théoriques profondes qui font que les démocraties ne savent pas se défendre. Et que quand elles sont menacées par la barbarie, elles peuvent pas répondre, elles n'ont pas les outils qu'il faut. Et elles ne répondent d'ailleurs pas à la barbarie par la barbarie, d'où le fait qu'elles sont tout à fait démunies face au terrorisme ou aujourd'hui face à l'agression. Mais vous saluez justement ce refus de la violence, ce refus de la réponse violente à la violence? Je dis que cela est un progrès, cette espèce de dégoût de la violence, cette idée que la violence n'est qu'une solution de dernier recours, c'est un vrai progrès de la civilisation, bien sûr. Mais quand on est face au génocide arménien, quand on est face à la Shoah, quand on est face à la Bosnie, ou quand on est aujourd'hui face à l'Ukraine ou face à l'État islamique, c'est vrai que ça pose un problème. Donc, grandeur de la civilisation démocratique et de son refus de la violence facile, et en même temps, drame, bien sûr, lorsqu'elle est confrontée à des défis extrêmes. Donc, c'est une règle, c'est une loi. N'empêche, je crois qu'aujourd'hui, on verra bien, mais on parlait de la Bosnie, l'Europe a tout de même fini par bouger, et la France d'ailleurs. C'était le président Chirac, c'est lui qui a entraîné les États-Unis. La Libye, c'est la France, le président Sarkozy, qui a fini par bouger alors que la communauté internationale ne voulait rien faire, et ainsi de suite. Donc il y a tout de même des moments où, sous l'empire d'une volonté singulière, il faut un homme. Le livre se termine, le livre, pas le monologue, les considérations sur un nouvel Achon, se termine par un chapitre auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle « Le salut par les grands hommes ». Moi, je suis d'une génération qui a cru que les masses faisaient l'histoire, qui a cru que le monde était mu par des grands mouvements de plaques tectoniques se heurtant ou se séparant. Je ne crois plus ça. Je crois aujourd'hui aux vertus du caractère. Je crois aujourd'hui à la vertu de l'exception singulière. Pas l'homme providentiel quand même. Pas l'homme providentiel, mais non, pas l'homme providentiel, parce que ça peut être n'importe qui. Oui, oui. Celui que j'appelle le grand homme, j'en donne une définition philosophique assez précise, et ça peut être en effet Churchill ou De Gaulle, mais ça peut être aussi les marins de l'île de Sein. Ça peut être chacun de ces hommes anonymes. L'héroïsme en fait. Presque sans trace, pas tout à fait l'héroïsme. J'aime l'héroïsme. J'aime l'héroïsme, et je trouve qu'il y a dans cette époque un peu triste dans laquelle nous sommes, un peu cynique, je trouve qu'il y a une façon un peu facile de se moquer de l'héroïsme que je n'aime pas. Donc je crois en effet au héros, mais je crois surtout à l'héroïsme de l'homme, de chacun, de l'homme quelconque. Les marins de l'île de Sein, ben voilà, c'était des individus singuliers. Et plus qu'à l'héroïsme, moi ce que je crois, là c'est presque, enfin c'est le contenu de ce dernier chapitre, ce que je crois c'est aux grands hommes. Les grands hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire un certain type d'actes, un certain type de paroles et un certain type de rapport à l'histoire. Un certain type d'acte, ça veut dire un acte qui ne tire son origine que de soi, ce qui est très rare. Être capable d'un acte qui ne tire son origine que de soi, pas d'un contexte, pas d'un mouvement de foule, pas d'un emportement collectif, de soi. Mais de soi, c'est quoi? C'est sa culture, son expérience, ce qui fait notre unicité? C'est quoi? L'instinct? C'est ce qui fait sa singularité. Une parole, idem. Les textes juifs appellent ça la parole prophétique. Une parole prophétique, c'est une parole qui se fait entendre, que rien n'annonce et que rien ne suit, qui est une parole comme une trouée de mots. Et puis, rapport à l'histoire, ça s'appelle un événement. Il y a très très peu d'événements. Des événements, c'est-à-dire des moments de l'histoire qui déchirent la trame de l'historicité, qui ne sont pas un des fils de cette trame-là, c'est rarissime.
Il y a quelques événements par siècle. Il y a 1 ou 2 événements par vie. À chacun d'entre nous, il est donné de vivre dans nos vies très très peu de vrais événements, où on a vraiment le sentiment d'une rupture par rapport à ce qui nous a été donné, à ce qui nous a été prescrit et à ce qui est attendu de nous. Donc, ce que j'appelle les grands hommes, c'est ça. C'est ce tressage d'un acte, d'une parole et d'une événementialité. Donc, c'est vrai pour les marins de l'île de Sein, c'est vrai aussi pour De Gaulle ou Churchill. Transposez cela comme vous voudrez, alors, avec les visages que vous voudrez. Est-ce que c'est vrai pour Bernard-Henri Lévy et la Libye? Parce que vous avez mentionné, je peux pas, voilà, je suis obligé de vous interrompre là-dessus. Certains, j'ai vu, disent, mais il faut que Bernard-Henri Lévy s'excuse pour la Libye. C'est pire, disent-ils, c'est pire aujourd'hui qu'avant. Il vous somme d'exprimer des regrets, des excuses. Est-ce que vous regrettez d'être intervenu sur la Libye? Mais vous blaguez. Vous plaisantez, mais pas une seconde. Moi, je ne vous demande pas de vous excuser, mais j'ai entendu dire... Oui, vous avez entendu dire des journalistes, de vous excuser. Des journalistes ou des commentateurs... Mais vous pourriez avoir des regrets, d'ailleurs, on peut parfois sur une action... Voilà. Si j'avais des regrets, je crois être intellectuellement honnête. Donc si j'avais des regrets, il m'arrive d'en avoir, je le dirais, et très haut et très fort, afin voilà, que les choses avancent. Mais là, je n'en ai aucun. Mais alors, je connais ce débat. Je sais qu'il y a des commentateurs qui ne sont d'ailleurs pas sans qualité, mais enfin, qui depuis leur fauteuil ou leur salon, en effet, jugent que la Libye d'aujourd'hui, c'est pire que la Libye d'autrefois. Alors non seulement je ne regrette rien, non seulement je suis même très, très, très fier de ce que mon pays a fait, de ce que les soldats de notre pays ont fait, et je parle d'ailleurs ici, à Nancy, pas un hasard, mais je pense qu'il y a tout lieu de se féliciter de ce qui a été fait en Libye, car au fond, bien sûr que quand on regarde, faisons le bilan de l'intervention en Libye. Bilan de l'intervention en Libye. Chute d'un dictateur, évitement d'un massacre et d'un bain de sang à Benghazi, mais loi des tribus et guerre des milices. D'accord. Loi des tribus, absence d'État, guerre des milices. Maintenant, faisons une seconde le bilan de la non-intervention. Qu'est-ce qui se passe quand on n'intervient pas? Et là, il y a un exemple, je ne vais pas le chercher en Papouasie orientale, mais à côté, la Syrie. La Syrie, on n'est pas intervenu, vous êtes d'accord? Quel est le bilan de la non-intervention en Syrie? Les mêmes milices, les mêmes tribus, le même chaos, quasiment la même impotence de l'État, mais en plus, la non-intervention, ça donne en plus 190 000 morts, pardon, mais enfin, c'est pas rien, et ça donne surtout la non-intervention, ça donne le califat noir, ça donne l'État islamique dit, enfin, ex du Levant, ça donne cette barbarie, alors, sans pareil, contre laquelle la communauté internationale, pays arabes compris, est en train de se mobiliser parce qu'elle sait que c'est un danger mortel pour l'humanité. Donc, le bilan de l'intervention, c'est la guerre des tribus et des milices. Le bilan de la non-intervention, c'est la naissance de l'État islamique, du drapeau noir, des décapitations, de Sotlov, de Follet et, ce qu'à Dieu ne plaise, de ceux qui leur succéderont. Donc, cher Christophe, bien sûr que le monde, cette partie du monde est entrée dans une zone de haute turbulence. Après, dans cette longue et belle et puis terrible histoire qui est la sienne, comme l'histoire de l'Europe. L'histoire de l'Europe est magnifique. Et puis elle a des zones, des trous noirs effroyables. Auschwitz, c'est quand même nous, les Européens. Bon, le monde arabe, il a lui aussi sa part de lumière et sa part d'ombre. Aujourd'hui, le monde arabe est clairement dans une zone de haute turbulence. Ça va mal partout. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et les plus lucides, les plus courageux des intellectuels arabes le disent. Je pense à Abdelwahab Medeb qui parle de la maladie de l'islam. Donc, dans ce contexte de haute turbulence,
Il y a en effet deux situations. La situation où l'Occident a tendu la main à un peuple arabe tentant de se frayer un chemin vers quelque chose qui un jour pourra ressembler à de la démocratie, c'est la Libye. C'est pas là qu'il y a l'État islamique, c'est pas là qu'il y a 190 000 morts. Et puis de l'autre côté, il y a le pays où l'Occident a montré à l'inverse qu'il était l'ami naturel, presque ontologique du dictateur. Et là, ça donne l'horreur absolue. Donc je suis vraiment très fier que mon pays et l'armée de mon pays aient évité le califat islamique en Libye. Et j'aurais aimé qu'on fasse de même en Syrie, car je suis persuadé que si l'on était intervenu en Syrie comme on l'a fait en Libye, en 2012, encore en 2013, encore jusqu'au 29 août de l'année dernière, ce jour noir où les avions français étaient prêts au décollage et peut-être déjà même dans le ciel, et où Barack Obama a décidé en un après-midi de changer de position, eh bien je pense qu'il n'y aurait pas eu cette radicalisation de l'opposition à Bachar al-Assad. Il n'y aurait pas eu ce laminage de l'opposition démocratique de l'armée syrienne libre. Et on ne verrait pas aujourd'hui cette montée en puissance de ce qu'il y a de pire, de la barbarie en concentré qu'est l'État islamique. Donc, aucun regret, grande fierté pour ce qui a été fait en Libye. Si on vient aux raisons, c'était bien de faire cette précision, ce petit détour, qui n'en est pas un d'ailleurs. Si on vient à cette idée d'Europe, est-ce que tout cela, quand même, ce désintérêt qu'on a envers l'Europe, cet électroencéphalogramme plat, pour reprendre vos mots, est-ce que ce n'est pas aussi un problème de désir? Vous allez comprendre pourquoi je parle de désir. C'est qu'on ne désire plus assez l'Europe, alors même que le mythe européen, et vous le rappelez dans votre livre, est basé sur le désir. Europe, c'est une femme, c'est une princesse orientale qui est enlevée par un dieu viril déguisé en taureau. Donc on est quand même dans le désir au départ. Pourquoi tout ça foire, pour reprendre les mots du personnage de Telle Europe? En effet, c'est exactement ça. C'est Christophe Onodibio vient de vous résumer ce mythe grec de la naissance d'Europe, oui, avec ce scénario. Europe, c'est une petite princesse joueuse qui s'amuse avec ses petites camarades comme les nymphes Nausicaa et autres dans Homère, sur une plage libanaise et qui est enlevée par un taureau qui l'amène en effet sur les flots de la Méditerranée déchaînée jusqu'en Crète. Alors, est-ce que à la source de cette espèce d'effondrement comme ça, presque par le milieu de ce siphonnage de l'Europe, est-ce qu'il y a un effondrement du désir au sens alors beaucoup plus anthropologique? C'est bien possible. Et c'est d'autant plus possible que le personnage de mon livre soutient une deuxième thèse. Il soutient une deuxième thèse. Il soutient que l'Europe, bien sûr, c'est des institutions, un président élu au suffrage universel, des billets de banque, tout ça, bien sûr. Mais il soutient aussi que l'Europe, c'est la patrie d'une certaine conception du désir et de l'amour. C'est pas qu'il soit disciple de Denis de Rougemont et de sa naissance de l'amour en Occident, mais enfin, peut-être au fond en est-ce une réminiscence. Et il pense au plus profond de lui, et je le pense, parce que ce personnage c'est évidemment moi, que l'Europe c'est une certaine conception de la femme, une certaine conception des rapports entre les hommes et les femmes. C'est le lieu où s'est inventé jadis l'amour courtois. C'est le lieu où les stratégies amoureuses courtoises, mais jusqu'à Coderlo de Laclos et Stendhal et la cristallisation. La cristallisation, Stendhal, la phrase du comte Mosca qu'évoque le personnage lorsqu'il dit, justement, quand il veut évoquer la crise de l'Europe, il évoque la théorie de celui qu'il appelle, pardon de me citer, mais je le sais par cœur, à force d'entendre Jacques Weber, lorsque le très mésestimé comte Mosca dit si entre la Sanseverina et ce petit conte de Fabrice est prononcé le mot d'amour, alors je suis perdu,
il dit si le mot mort de l'Europe est prononcé, alors l'Europe est perdue. Donc bien sûr que tout ça est mêlé. Bien sûr qu'il y a, comme toujours, l'érotique et la politique vont de pair. Bien sûr que nous ne sommes pas des purs esprits et que même ce corps politique européen que j'évoquais tout à l'heure, c'est un vrai corps. Il est chargé, comme la couverture du Léviathan de Hobbes, la fameuse couverture, le fameux frontispice. C'est un vrai corps, avec des vrais organes, avec du vrai sang, avec une vraie sensualité, sexualité, naturellement. Donc les choses sont, vous avez raison, clairement liées. Et peut-être y a-t-il, là il faudrait interroger les analystes, enfin les fréquentant un peu, je connais leurs réponses. Je sais ce qu'ils disent, qui se dit aujourd'hui sur le divan. Il y a une espèce de contemporanéité, en tout cas, entre la crise des deux désirs. Ce désir du politique qui se retire, et puis cette érotique qui, non pas se retire, mais enfin qui vacille, sont probablement liés de manière beaucoup plus étroite qu'on ne le croit. En même temps, Bernard-Henri Lévy, quand on reprend le mythe, on se dit quand même que c'était un peu mal parti dès le départ, puisque Zeus enlève cette petite princesse sous les apparences d'un taureau, et puis il s'arrête finalement avant d'avoir terminé le voyage. Il s'arrête en Crète, il reprend sa forme, une forme d'homme, et il bouscule un peu, il force un peu cette princesse orientale. Donc finalement, au contraire, c'est très bien parti. Ah, parce que, en effet, enfin, elle est bousculée par son kidnappeur, possédée par son kidnappeur. Elle est bousculée. Je ne crois pas qu'elle soit violée. Je crois qu'elle est consentante. Enfin, il y a toute une lecture. Le livre revient. Ah, mais c'est intéressant. On comprend mieux cette un Europe. vrai débat qui va depuis Hérodote jusqu'à Rimbaud. Il y a toute une bibliothèque sur les rapports. Les peintres et tout. Oui, ne parlons pas des peintres, bien sûr, mais enfin, jusqu'à Rimbaud, il y a une théorie. Elle est un peu comme ça, Europe, d'ailleurs. Hein. Vous parliez des joueuses, c'est un peu sur ce Oui, elle ressemble, elle est un peu le sosie, voilà, exactement. Le personnage central, exactement, qui est, je dois dire, assez magnifique. Voilà. On va tous passer notre temps maintenant à regarder le plafond voilà. de votre magnifique C'était un hôtel de ville, monsieur le ministre. C'était pour rendre hommage. C'est un intermède qui va perdre ce débat. Très bien. Merci. Alors, André monsieur Rossino. le ministre André Rossino va nous donner tout à l'heure l'explication. Donc il y a deux lectures, hein, vous disiez, voilà, pour Europe. Il y a deux lectures, mais je crois que la lecture dominante, celle à laquelle en tout cas je me rallie, qui est la lecture de Rimbaud, c'est une lecture qui dit, que la relation sexuelle entre Zeus et la petite princesse est une relation entre adultes consentants, une relation de désir réciproque. Et puis la raison pour laquelle c'est bien parti aussi, c'est que le mythe nous dit en effet que la relation amoureuse entre Zeus et la petite princesse, elle se fait en Crète, c'est-à-dire au seuil de l'Europe. Et les Grecs tiennent à nous dire qu'Europe ne vient pas en Europe. Europe n'atterrit pas sur la terre de ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe. Europe, c'est pas Rémus et Romulus, c'est pas Énée, c'est pas une fondatrice de cité. Énée, ils fondent une cité après la fuite de Troie. Rémus et Romulus, ils fondent une cité en dessinant le contour des 7 collines romaines. Europe, elle fonde pas une cité, elle marque un voyage. Elle indique la gloire, la grandeur et la nécessité de la traverser comme telle. Elle ne marque pas un territoire, elle dessine un voyage. Donc le chemin dont vous parliez, le chemin toujours à creuser. Pardonnez-moi, mais en ces temps où nos nations, nos peuples ont tendance à se refermer, ont tendance à raisonner quant à leur destin en termes d'identité, ont tendance à se claquemurer comme dans des forteresses assiégées. Cette idée que l'Europe, c'est d'abord de la traversée, que c'est d'abord du mouvement, que c'est d'abord ce qui va de l'Orient vers l'Occident, quelle leçon! Et au passage, j'attire votre attention sur le fait que ces fameux réfugiés qui arrivent à Lampedusa, dont les images nous ont
tous, ou en tout cas, j'espère pour la plupart d'entre nous, tellement bouleversés. Ce trajet des réfugiés de Lampedusa, c'est le trajet de la princesse Europe. Ils viennent du même endroit, à quelques kilomètres près, ils viennent de Syrie. Les gens qui arrivent à Lampedusa, quand ils y arrivent, quand ils ne se sont pas noyés, trahis par les passeurs mafieux qui leur ont vendu du rêve et ignorés par des gardes-côtes européens qui ont regardé courageusement ailleurs, leur trajet, le trajet de leur pauvre petite embarcation de fortune, c'est le trajet de Zeus, taureau ailé et de la princesse Europe. Donc, au contraire, ça commence bien, car quelle belle leçon d'ouverture, quelle belle leçon d'altérité qui nous est donnée par ce mythe originaire de l'Europe. Pas l'Europe forteresse, pas l'Europe qui s'enferme derrière ses murailles et qui jette la clé. Non, l'Europe ouverte, dont parlaient les pères fondateurs de l'Europe, dont parlait Husserl dans les 2 conférences de 1935 et dont parlaient tous les grands Européens auxquels je rends hommage dans mon livre. Alors précisément, je vous cite, « Autrefois on disait socialisme ou barbarie. Aujourd'hui il faut dire union politique ou barbarie. Mieux, fédéralisme ou éclatement. Et dans la foulée de l'éclatement, régression sociale, précarité, explosion du chômage, misère. Nous n'avons plus le choix, c'est l'union politique ou la mort. Le fédéralisme européen, c'est donc la seule solution. » Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai rien à ajouter. Sinon, peut-être un cas. Vous parlez du chômage. Aujourd'hui, le chômage, qui est en effet une lèpre, une maladie mortelle pour nos sociétés et pour la démocratie. Les chômeurs en fin de droit, les États-nations n'ont plus les moyens de les indemniser. Je formule dans ce livre une proposition qui est une proposition construite, cohérente, et dont mon petit doigt me dit que vous entendrez reparler dans les mois qui viennent. Une proposition, c'est que les chômeurs en fin de droit, ceux qui arrivent au niveau de la plus grande précarité, eh bien, la seule instance qui est probablement capable aujourd'hui de leur assurer ce droit à la biopolitique dont parlait Michel Foucault, ce droit à la survie, c'est probablement l'Europe. Et vous verrez qu'un jour ou l'autre, j'espère le plus vite possible, les chômeurs en fin de droit de l'ensemble de l'Union européenne recevront un chèque signé Europe, signé Petite Princesse Europe. Alors ça sera la signature de M. Fusk ou ce sera la signature de M. Moscovici, commissaire européen. Et pourquoi l'Europe répondrait mieux à cette plaie qu'est le chômage? Eh bien, parce que les États-nations, nous le savons, ne peuvent plus, d'accord, on est d'accord. Ne le peuvent plus. Mais pourquoi l'Europe le pourrait? Eh bien, parce que l'Europe, aujourd'hui, en a les moyens. Il y a des budgets pour cela. Les États-nations croulent sous les... De toute façon, tout le monde est endetté. Les États sont endettés. Bon, très bien, on peut aussi dire que la planète va faire faillite. Moi, je crois qu'il y a une urgence absolue qui est d'inventer des formes de gouvernementalité qui garantissent à chacun, y compris aux plus faibles et aux plus démunis d'entre nous, le minimum de ressources. Les nations n'en ont plus les moyens. Vous verrez, vous avez entendu les derniers débats aux 2 dernières présidentielles, vous verrez la prochaine, il n'y a pas de solution en France. Comme il n'y en a pas en Italie, comme il n'y en a dans aucun pays. Il y a des solutions, il y a des budgets, mais je vous dis, je ne veux pas vous en dire davantage, vous verrez. Je vous donne rendez-vous avant la fin 2015. Vous verrez que cette idée fera son chemin et que l'on s'apercevra que l'Europe est l'instance, la signature, la caisse où, à partir de laquelle il est possible de sauver de la mort, tout simplement, de la mort sociale et de la mort tout court, ces millions et ces millions d'Européens qui sont aujourd'hui en dessous du seuil de la survie. Alors on reprend rendez-vous en 2015, on viendra continuer ce débat avant la fin 2015. Pourquoi vous dites qu'il n'aurait jamais fallu parler d'élargissement de l'Europe à propos de certains pays, mais de réunification? Vous dites qu'on a fait une erreur monumentale de langage. Oui, c'est une erreur sémantique, mais comme souvent, la sémantique c'est de la politique et c'est de l'éthique. La sémantique, c'est jamais de la sémantique. Les mots sont plus que les mots. Dire à un Pragois, dire à un Budapestois,
qu'on va s'élargir pour lui faire une petite place, c'est insultant et grotesque. Ça veut dire en clair qu'on va lui donner un strapontin dans un corps politique qui a déjà sa forme et sa structure, alors que lui, il pense, à juste titre, qu'il est le ou un des cœurs battants de l'Europe. Lisez István Bibo, lisez Milan Kundera, lisez Georgi Conrad, lisez Danilo Kish, lisez toute cette grande... La Mitteleuropa. Stefan Zweig, pardon. La Mitteleuropa. La Mitteleuropa l'a bien nommé. Dire qu'on va s'élargir jusqu'à elle alors qu'elle est le milieu même de l'Europe, alors qu'elle est sa glande pinéale, comme disaient les Gassendi et Descartes, c'est-à-dire l'endroit où se noue le corps et l'âme, c'est ça Prague. Du temps où il y avait une Europe, du temps où l'Europe était vivante, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un moment où l'Europe a été pas politiquement, mais où il y a eu une culture européenne extraordinairement vivante, oui. Existentiellement, culturellement, spirituellement, le cœur de l'Europe était là. Donc dire, moi je me rappelle, le président François Mitterrand m'avait donné une petite mission en 1980, après le 9 novembre 89, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin. J'étais allé passer 6 mois dans toutes ces capitales de l'Europe centrale et orientale captives et libérées. Budapest, Prague, Sofia, Berlin-Est, je ne sais plus, la Roumanie, enfin bref, l'ensemble des capitales de l'ancien bloc traité de Varsovie. Ce qui m'avait j'avais rapporté de cela un texte qui avait été publié dans la règle du jeu à l'époque, qui s'appelait « Dans les fourgons de la liberté ». Donc d'abord, c'était évidemment extrêmement émouvant de voir cela, ces pays comme ça qui s'ébrouaient et qui sortaient de cette longue et terrible dictature. Mais ce qui m'avait frappé, c'était pas « nous voulons entrer en Europe » qu'on entendait sur le pont Saint-Charles ou sur la place Venceslas. C'était « nous voulons rentrer en Europe ». Nous voulons rentrer en Europe. L'Europe est notre patrie. Nous en avons été arbitrairement séparés. C'est un acte de violence presque c'est une amputation chirurgicale. Un retour au berceau. Et c'est un retour au bercail dont ils étaient les nurses. Et j'avais été très frappé par cela. Donc, en effet, les commissaires européens, les mêmes que ceux qui ont fait les billets de banque dont nous parlions, qui ont dit « allez, on va s'élargir à tous ces pays-là », ont fait une erreur sémantique qui pourrait s'avérer lourde de graves conséquences politiques et éthiques. Alors vous disiez, pour remettre l'Europe en selle et en scène peut-être d'ailleurs, puisqu'on parle de théâtre, donnez-nous des visages, ce que dit votre personnage en évoquant ces fameux billets de banque. Alors il y en a des visages qui surgissent de la bouche de votre personnage, et c'est un des moments les plus vibrants du texte. Jacques Weber explose quand il dit ça. Il compose son gouvernement idéal. Et les membres de ce gouvernement, ils sont pris parmi les grands personnages de l'histoire européenne. Il y a des écrivains, beaucoup d'écrivains d'ailleurs, notamment Diderot, personnage, donc que vous, allons-y, faisons le raccourci, mettez à l'éducation nationale, non nationale, avec mandat d'interdire Wikipédia dans les écoles et de mettre en ligne l'encyclopédie. C'est vrai que c'est un texte et c'est une pièce qui questionne aussi la dimension numérique de nos vies. En fait, le personnage, à chaque fois qu'il veut faire son discours, il est dérangé. La seule chose continue, c'est l'interruption. Il est dérangé par des messages, des SMS, des fausses rumeurs du net, ce qu'on appelle des hoax. Et Wikipédia, moi, évidemment, je me pose la question. Wikipédia est en majesté dans cette pièce, parce que chaque fois qu'il a besoin d'un renseignement, etc., il se connecte à Wikipédia, on voit l'écran, et il critique aussi Wikipédia. C'est la dimension éducative de transmission, elle est au cœur de ce texte-là. Wikipédia, voilà l'ennemi. Attendez, Wikipédia, non, justement, quand il se connecte à Internet, ça n'est jamais Wikipédia. Il cherche, au début... Mais pas Wikipédia. Google, oui, mais pas Wikipédia. Google, bien sûr, et je crois, moi, qu'Internet est un progrès... Il s'en sert énormément. Oui, Internet, Google est un progrès de la civilisation. Cet accès
au savoir absolu que permet Google est quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi non avec Wikipédia? Mais parce que Wikipédia est une encyclopédie Collaborative. participative et qu'on ne fait pas une encyclopédie participative. C'est pas vrai. On ne fait pas une encyclopédie sérieuse avec des collaborations disparates, non coordonnées, de gens qui ont, une fois sur deux, des comptes à régler avec le sujet qu'ils mentionnent. Aucun sens des hiérarchies entre les informations, des informations mineures prennent une importance démesurée, ainsi de suite. Wikipédia est un très mauvais coup porté au savoir et à la transmission. Alors ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je connais bien l'histoire de la naissance de Wikipédia, comment elle a été formée, y compris politiquement d'ailleurs. Il y a tout un arrière-fond qui est assez douteux, mais en tout cas aujourd'hui, le résultat, quand on connaît un peu un sujet, il y a 2-3 petites bricoles sur lesquelles je suis un peu plus renseigné que d'autres, Wikipédia peut être, parfois c'est bien sûr, mais peut être très souvent, et malheureusement, c'est pas marqué, ça peut être un désastre. Donc, j'ai des enfants, j'ai même des petits-enfants, je suis vigilant, atterré, lorsque je les vois prendre comme source d'information Wikipédia, et lorsque le personnage de mon texte, de mon roman, de mon monologue, de ma pièce, peu importe, lorsqu'il rêve d'un Byron qui aurait réécrit, à un moment donné, dans ces effets de flux de conscience, de monologue intérieur, comme ça, vaguement joycien, il dit, mais au fond, ce qu'il faudrait, c'est faire de Europe un personnage aussi beau et aussi mythologique que Icare, Oedipe ou le Minotaure. Europée, ça fait partie des mythes grecs. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas au niveau de stardom, de starité, que le Minotaure, que le trio, Icare. Enfin, Icare, il est tombé, donc en même temps, Icare, la leçon d'Icare. Il est tombé, oui, c'est une belle leçon. Mais quelle gloire! Oui, c'est vrai. Le Minotaure est méchant, mais quelle célébrité! Et Édipe, c'est la source de tous les malheurs de l'humanité, mais là encore, quelle omniprésence! Donc il rêve d'une Europe qui aurait acquis le même poids, la même importance que ces trois-là. Et il rêve du plus grand écrivain, de celui qui est pour lui l'un des plus grands écrivains de l'humanité moderne, qui est Byron. Et il rêve de Byron à Missolonghi, dans son brick, quelques jours avant de mourir, entouré de ses courtisans, en train d'écrire un grand poème épique sur cette princesse Europe et sur son rapport à la Grèce. Bien. Et il dit, mon personnage, il dit, saurait que si Byron, tout ça est une fiction bien sûr, Byron n'a jamais envisagé d'écrire une suite de Childe Harold ou de Caïn qui s'appellerait La Princesse Europe, mais ça fait partie de ma fiction. Et il dit, c'est quand même autre chose, on n'en serait pas là. Si Byron avait eu le temps d'écrire ce dernier chef-d'œuvre, donnant à Europe l'importance et le statut de Icare, Minotaure et Édipe, et il dit, c'était quand même autre chose, Byron, que de bricoler Wikipédia. C'était quand même autre chose, l'encyclopédie de Diderot, que cette espèce d'encyclopédie participative à la noix qu'on nous vend comme la forme moderne du savoir absolu. Et là aussi, sans être vieux con et tout ça, mais quelle régression, quel retour en arrière. Donc c'est vrai, je plaide, j'aimerais que quelqu'un, une fondation régionale, d'État, peu importe, mette en ligne l'encyclopédie de Diderot, vieille comme elle est, avec ces 2 siècles. Je vous jure que sur bien des sujets, on aurait de grandes surprises et que ça aurait une autre allure que Wikipédia. Donc Diderot est à l'éducation non nationale, vous mettez les Pussy Riots, les dissidents punk embastillés par Poutine, vous les mettez aux droits des femmes, Salman Rushdie à la laïcité, Goethe aux beaux-arts, Camus à la jeunesse et au sport, vous confiez un ministère des cultes à Voltaire avec mission de régler une fois pour toutes cette affaire de burqa, je vous cite, et même Houellebecq aux droits des animaux, vous auriez dû le mettre à l'économie, vous avez vu dans le point, c'est compétences économiques, il faudra pour la version 2 corriger ça. Alors il y en a 2 en revanche que vous éjectez tout au long du texte, tout au long de la pièce. C'est celui que vous appelez Van Trompet et Catherine Hatchoum, c'est-à-dire Van Rompuy, l'actuel président du Conseil européen, et Catherine Ashton, la chef, on n'en a plus pour longtemps, de la diplomatie européenne. Ils vous sortent par les yeux, ces 2-là.
Ça, c'est la faillite de l'Europe, d'avoir nommé des gens comme ça. Je les trouve nuls. Ouais. Je les trouve nuls. Et Catherine Ashton, je la trouve... C'est pas la princesse Europe. Combien ici savent même qui est Catherine Ashton? C'est ça qui est aussi terrible. Donc Catherine Ashton, c'est elle qui nous représente tous dans le monde. Sur les grandes questions de politique internationale, quand nous nous exprimons, nous citoyens, ceux d'entre nous qui s'estiment citoyens européens, c'est Catherine Ashton qui parle en notre nom. Moi, sur tous les sujets qui m'ont importé, qui me semblent essentiels, sur lesquels il faudrait des positions nuancées, elle a toujours pris des positions tranchées qui allaient dans le mauvais sens. Voilà, que ce soit sur la Libye, sur la Syrie, des positions pusillanimes, sur le Proche-Orient, sur Israël et la question palestinienne. Elle a pris des positions très unilatérales, très partisanes, qui ne me semblent pas aller dans le sens de la paix et qui me semblent au contraire de nature à enflammer et jeter la torche, jeter le feu dans les esprits plutôt que l'inverse. Donc je crois que voilà un des exemples de ce que je dis, de cette machine à rendement décroissant, de cette machine à produire du rien ou du déchet, ce qui est presque pire, qui est devenue la commission bruxelloise. Et quand Weber dit qu'il faut une révolution, qu'il n'y a qu'un recours, c'est le retour du courage et de ce que j'appelle la véhémente chimie des rêves, c'est à ça que je pense. Vivement la véhémente chimie des rêves, plutôt que cette espèce de réelle politique minable dont les gens dont vous venez de parler sont les personnages. Alors, il y a un autre visage qui surgit sur l'écran de l'ordinateur de votre personnage, c'est celui de Vladimir Poutine, que votre personnage compare directement à Hitler. Est-ce qu'il n'exagère pas un petit peu quand même? Il ne le compare pas directement à Hitler et je dis même l'inverse. Je dis je vais retrouver la phrase. Je dis que Hitler est l'incomparable même, que la Shoah est un crime d'une singularité absolue. Je suis d'ailleurs, c'est pas si fréquent, je donne dans ce livre, je crois, les deux raisons précises pour lesquelles la Shoah ne peut pas se comparer à un autre crime. Il y a deux raisons très précises. C'est pas le nombre des morts, c'est pas la méthode. Il y a deux raisons presque techniques d'une extrême précision qui font la singularité de la Shoah. Et ces deux raisons, je les explique. En revanche, à un moment donné où le personnage devient fou, où il perd la tête, parce que le personnage de ce roman, de ce monologue, passe par tous les états de conscience possibles, y compris la folie. Dans une de ses poussées délirantes, il parle de Poutine comme le chancelier Hitler. Il l'appelle le chancelier Poutine. Et il imagine la Hongrie renonçant à entrer dans la zone euro et entrant dans la zone rouble. Et il y voit, en effet, les mots ne sont pas dits, mais comme une espèce de petite anchoisse monétaire. Voilà. Alors, ce que je crois en effet, c'est qu'on sous-estime beaucoup, et là, il y a un long chapitre dans le livre qui suit le texte littéraire, sur Poutine, on sous-estime le danger Poutine, ça je le crois. On le prend pour un joueur d'échecs de bonne qualité, ce qui est insultant pour les échecs, et ce qui est en plus faux, parce qu'il joue très mal aux échecs. Et on sous-estime l'idéologie très forte, très articulée, très solide qui est derrière le racisme politique et qui est le racisme. De Monsieur Douguin. Alors il y a dans ce chapitre, il y a 20 pages. Ça, c'est ce qui suit en fait le texte de la pièce, c'est Réflexion sur un nouvel âge sombre. Donc j'ai un peu bossé, j'ai lu, j'ai fait traduire du russe les textes fondateurs du poutinisme. C'est quoi le poutinisme? Le vrai poutinisme. Le vrai poutinisme, c'est des tas de choses, bien sûr, mais il y a notamment un penseur qui s'appelle Alexandre Douguin, dont on a très peu entendu parler en France, dont les livres sont préfacés en France par un type que vous connaissez, lui en revanche, hélas, qui s'appelle Alain Soral. Douguin. C'est le théoricien de l'Eurasie. Le théoricien de Poutine, son maître à penser, l'homme dont la plupart des observateurs disent qu'il a pris en otage le cerveau de Poutine, comme les néoconservateurs avaient pris en otage celui de Bush.
s'appelle Monsieur Douguine. Ce Monsieur Douguine, c'est un philosophe, une espèce de drôle de type, un mélange de panslavisme, de philosophie russe traditionnelle, de philosophie occidentale, disciple du cercle des linguistes du cercle de Prague, le prince Troubetskoy et Roman Jakobson. Et il est donc en France présenté, préfacé, ses livres, ils sont trouvables sur Amazon, préfacés par Alain Soral, son copain français, son petit correspondant, comme on disait autrefois quand on faisait des échanges avec les familles en Angleterre, on avait des correspondants. Le correspondant de Poutine-Douguine en France, c'est Soral. Bien. Donc ce Douguine, il a fait 15 livres, je n'ai pas lu les 15, enfin j'en ai lu quelques-uns, ceux qui sont disponibles en français, en tout cas, et un peu les autres. Douguine, c'est une vraie philosophie, c'est une philosophie fondée sur une géopolitique, d'abord, et la géopolitique et la philosophie sont souvent parentes, d'ailleurs. C'est un peu la même chose. On a la philosophie de sa géopolitique ou la géopolitique de sa philosophie. Et cette philosophie, c'est une philosophie de la force, c'est une philosophie de la revirilisation des sociétés, c'est une philosophie de la terre et des morts, pas des grands hommes, des actes et des paroles prophétiques, c'est-à-dire exactement le contraire. C'est une philosophie profondément raciste et c'est une philosophie profondément anti-européenne. C'est-à-dire que le cheval de bataille du penseur de Poutine, mais là encore, bon, lisez... ils vont le faire. Ou voler, ou aller ou pirater sur Internet, je m'en fous, le chapitre. Ah non, l'éditeur est là. Oui, l'éditeur est là, zut. Ouais. Le chapitre, bon, je détaille cette philosophie poutinienne que, à ma grande stupeur, aucun décideur politique européen ne semble avoir mesuré, dont aucun des oui, cette idée de l'Eurasie, vous n'en parlez pas. Mais oui, mais voilà. L'Eurasie, ça veut dire un ensemble de pays. Géopolitique aussi. C'est une géopolitique. Mais l'Eurasie poutinienne, elle repose sur un socle de pensée, sur un socle de concepts, et c'est celui-là que je détaille dans le chapitre qui s'appelle « Ainsi parlait Poutine ». Et ce que je crois, alors pour dire les choses encore plus simplement, Poutine, et ça nous concerne tous ici et ailleurs, Poutine c'est quand même l'homme qui, en particulier sous l'influence de Douguine d'ailleurs, du monsieur préfacé par Soral, a dit que la plus grande catastrophe du XXe siècle, c'était l'effondrement de l'Union soviétique. Vous connaissez cette phrase, je suppose. La plus grande catastrophe du XXe siècle, c'est-à-dire du siècle qui a connu le génocide arménien, la guerre d'Espagne, le goulag, la Shoah, il y a beaucoup plus grave que tout ça pour Poutine, c'est le démantèlement de l'Union soviétique. Pour Poutine, c'est ça, la catastrophe du XXe siècle. Il a un but, c'est de revenir en arrière, de reconstituer cette Union soviétique et surtout de faire payer les responsables, de faire payer les coupables, c'est-à-dire en particulier les Européens, avec quelques cibles privilégiées, dont les malheureux Polonais et les pauvres Baltes, dont je crois pouvoir vous dire qu'ils les ont aujourd'hui à zéro. Donc voilà, c'est pas que j'en ai donc à Poutine, je dis juste que si on fait de la politique sérieusement, c'est-à-dire comme Raymond Aron pensait qu'il fallait en faire, il y a la géopolitique, c'est des rapports de force, il y a des idéologies amies et il y a des idéologies ennemies. L'idéologie de Poutine n'est pas l'ami des valeurs de démocratie, de droits de l'homme, d'égalité des sexes, de laïcité, qui sont celles de l'Europe. Et d'ailleurs, ce que je démontre aussi, et là aussi j'ai fait un travail, enfin j'ai essayé de faire un petit travail de documentation qui m'a pris un peu de temps, ce que je démontre également, c'est que ce que je mets à jour en tout cas, c'est les liens très étroits qui unissent la Russie d'aujourd'hui, la grande Russie, moi que j'admire infiniment, moi je suis un philo-russe, j'admire la Russie de Pouchkine et de Dostoïevski évidemment, mais aujourd'hui la Russie de Solzhenitsyn, la Russie de Sakharov et la Russie des mères de soldats russes. Mais ce qui est important, c'est le lien entre la Russie politique d'aujourd'hui et toute la nébuleuse de l'extrême droite européenne. Que ce soit le Front National, que ce soit leurs équivalents en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne ou ailleurs. Il y a une sorte d'internationale poutinienne qui prend appui dans chacun de nos pays sur ce petit cheval de Troie
que sont les partis les plus extrémistes. Exemple précis, enfin je ne vais pas vous assommer sous les exemples, mais un exemple, par exemple, au moment de la conquête, de l'annexion de la Crimée, le Kremlin organise un référendum. Et comme il a bien intégré les règles de la gouvernance mondiale moderne, il dit ce référendum, il faut qu'il soit validé par la communauté internationale, donc je convoque des observateurs. Et il fait venir 560 observateurs en Crimée pour regarder les urnes. Les 560, pas 559, les 560 sont des responsables du Front National, des responsables du parti Ataka bulgare, des responsables de l'ancien Vlaams-Blok flamand, dont j'ai maintenant oublié le nouveau nom, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a une espèce d'international sombre qui, moi, en tout cas, n'est pas mon ami, qui n'est pas l'ami de l'Europe que je veux léguer à mes enfants et qui n'est pas l'ami de l'Europe que je veux léguer à mes petits-enfants. Donc c'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas évidemment de faire de tel ou tel un nouveau Hitler ou n'importe, mais il est question de défendre notre civilisation et de défendre nos valeurs. Vous parliez de vos enfants et de vos petits-enfants. Au cœur de votre pièce, il y a la question de l'engagement, la question de l'intellectuel engagé. Puisque vous parlez de vos enfants, de vos petits-enfants, si vous deviez faire le bilan de votre engagement dans les différents conflits du monde comme intellectuel, quel bilan vous feriez? Et puis on va se quitter là-dessus. J'ai une dernière petite question après. Mais... Eh bien, on va se quitter tout de suite parce que je ne vais certainement pas faire le bilan aujourd'hui, mon cher Christophe, car l'heure du bilan n'est pas encore venue. Il y a encore, j'espère, beaucoup de temps. Deuxième rendez-vous pour après, que ça soit encore mieux et pour que les engagements dont vous parlez trouvent leur pleine vérité. Donc alors, on va attendre pour les bilans. Ah, très bien. Dernière question alors. Je suis un vieux juif superstitieux, moi, donc il ne faut pas me faire jouer avec ça. Il y a un moment donné, les rôles personnages, il y a un moment donné où il perd complètement pied et où il se dit ce discours, je ne vais pas le faire, je vais me tirer, je vais partir. Je vais trouver une porte dérobée. D'ailleurs, on ne sait pas s'il l'a fait, ce discours. Oui, s'il l'a fait. Il dit il y a des circonstances où le courage, c'est de fuir, une porte dérobée, prendre le premier avion venu pour n'importe quelle capitale européenne, à ciao, bonsoir, comme PPD au Guignol. Dans les Guignols, oui. Et alors, il se dit il va falloir trouver une excuse. Alors, il cherche les excuses les unes après les autres. Alors, première excuse, il dit dire que je suis malade, oh là là, trop superstitieux pour jouer avec ça. Comme il est paranoïaque, il dit mes ennemis, le bruit va se répandre, mes ennemis vont croire que je suis fini. Après, il dit ma femme, un enfant, etc. Ouh là là, ne jamais jouer avec ça, encore pire. Et puis après, il trouve une autre solution qui est un petit ressort dramatique. Alors donc, ne jamais jouer avec les événements dramatiques, voilà. Et avec les bilans. Avec les bilans. Bernard Lévy, dernière question immédiate, je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. Qassem Soleimani, qui est le commandant des troupes d'élite iraniennes, Al-Quds, est en Irak, l'ennemi historique. Il se bat aux côtés des forces irakiennes, et donc, de fait, peut-on dire, il collabore avec les États-Unis contre l'État islamique. Iran, États-Unis, finalement, contre l'État islamique, est-ce que c'est une bonne nouvelle, cet Iran qui rentre dans le jeu de façon officieuse, petit à petit? La vraie bonne nouvelle, ce sera le jour où, étant entré dans le jeu de manière officieuse, il y entrera de manière officielle, c'est-à-dire lorsqu'il renoncera à obtenir l'arme atomique, lorsqu'il renoncera à l'idéologie criminelle qui est celle des gardiens de la Révolution et des passes d'Aran, et lorsque... Vous en voulez toujours plus? Non. Mais c'est pas que j'en veux, c'est pas que... Non, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est plutôt inquiétant? On parlait de géopolitique. C'est ni inquiétant ni une bonne nouvelle. Nous sommes, je vous parlais tout à l'heure de cette zone de haute turbulence qu'est cette région. Et on parlait des empires. Il y a trois autres empires, il y a trois grandes civilisations qui jouent le grand jeu, comme on disait autrefois du temps de l'Afghanistan. Il y a la vieille civilisation ottomane, il y a la vieille et grande civilisation ottomane, la vieille et grande civilisation arabe, la vieille et grande civilisation perse. Entre les trois se joue une partie aujourd'hui qui plonge ses racines très très loin dans le passé
et qui vient les brûler au feu de l'actualité la plus immédiate. Donc, que les Perses se trouvent aujourd'hui dans la guerre qui traverse l'islam, du côté des plus modérés contre les plus radicaux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais enfin, on est dans un moment d'immense chambardement, d'immense désordre, un climat très très étrange, un climat presque apocalyptique par moments, où les alliances sont en train de se faire, de se défaire, où les lignes ne cessent de bouger. On verra. Mais apocalypse veut dire, après le grec, révélation. Voilà. Attendons. Merci Bernard-Henri Lévy. Je rappelle le titre de votre livre, donc Hôtel Europe, qui est le texte de la pièce Hôtel Europe qui se joue au Théâtre de l'Atelier, suivi de réflexions sur un nouvel âge sombre, et c'est publié chez Grasset. Merci beaucoup.